Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, nous vous réservons rien de moins que 11 sujets pour la dernière émission de la saison. Les améliorations du camping d'Amqui, la visite de notre député fédéral à Amqui, des trucs pour réduire votre facture d'épicerie, le retour des circuits culturels, la permaculture, la programmation du Centre de femmes de la vallée, la prévention de l'épuisement professionnel, de nouveaux investissements pour Cosmos Matapédia, le Salon matapédien de l'emploi et de la formation, l'association Arts et artisans de la Matapédia, mais d'abord une excellente nouvelle pour tous les amateurs d'activités sportives en famille et pour une bonne cause. Bonjour tout le monde, très heureuse d'être là ce matin. Déjà depuis le début de l'année 2016, on avait beaucoup de demandes sur la page Facebook de la course des couleurs à savoir si l'événement était de retour en 2016. Et ce matin, on a le bonheur de vous confirmer qu'il y aura une deuxième présentation de la course des couleurs Desjardins et de vous confirmer aussi par le fait même que Desjardins est de retour comme partenaire majeur de l'événement. Pourquoi on est de retour? Parce que la course des couleurs, ça rejoint vraiment les valeurs et tout ce que Desjardins veut mettre en place dans la communauté, c'est-à-dire les saines habitudes de vie, le côté festif aussi, pas de pression des saines habitudes de vie. Donc, la course des couleurs, ça se déroule pas de chrono. Les gens peuvent faire la distance qu'ils veulent faire et c'est toujours sous le signe du plaisir. Alors, c'est pour cette raison que c'était vraiment naturel pour nous de revenir comme commanditaire majeur de l'événement. Et mes collègues ici présents vont vous parler un petit peu plus tard des nouveautés, mais l'an dernier, c'est plaisant parce qu'on a eu aussi des commentaires des gens qui ont participé à la course des couleurs, qui ont permis au comité organisateur d'améliorer l'événement. Donc, il va y avoir quelques petites nouveautés, quelques petites bonifications, puis je laisserai mes collègues en parler un petit peu plus tard. Seulement un petit mot pour vous dire que l'an dernier, la course des couleurs nous a permis de ramasser près de 6 000 $ pour Opération Enfant Soleil. Donc, c'est un peu pour ça que c'est plaisant d'avoir des partenaires comme Desjardins, c'est que ça nous permet aussi de redonner au milieu. Alors, avec les gens de l'hôpital d'Amqui du 6, on avait déjà collaboré dans le cadre de la Journée des saines habitudes de vie, mais je pense qu'avec 6 000 $, là, c'était vraiment la première fois que notre secteur pouvait donner autant d'argent à Opération Enfant Soleil. Donc, on est super content d'avoir pu offrir ça à Opération Enfant Soleil. Puis, il y aura éventuellement une remise officielle aussi qui va être faite. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. Le Parc régional de Val-d'Irène est vraiment content de pouvoir s'associer à un événement comme ça. Bien sûr, on l'a reçu l'an dernier. On était participants là, dans cette logistique-là. Mais cette année, une des grandes nouveautés, si on veut, c'est que c'est le Parc régional de Val-d'Irène qui devient plus l'organisme porteur de l'événement. D'ailleurs, les inscriptions qui sont ouvertes dès aujourd'hui, ça va se passer sur le site valdi.ski, donc le site du Parc régional. Et tout ce qui entoure le niveau logistique, on a bien sûr notre personnel qui va se mettre la main à la pâte là, pour rendre cet événement-là un succès. En cas de pluie, ça se tient quand même. Les zones de couleurs vont être protégées à ce moment-là par un abri pour pouvoir projeter. En fait, ça va juste plus coller sur les personnes, tout simplement. On a plusieurs nouveautés qui sont mises en place pour la course des couleurs elle-même. Un parcours amélioré, plus facile un petit peu. La dernière montée montée et descente qui était un petit peu hasardeuse est éliminée. Donc ça reste quand même un parcours sur terre battue et gravier, mais moins difficile que l'année passée. Il va y avoir également plus de poudre. On en a manqué un petit peu l'année passée sans que ça soit tragique, mais là, on va vraiment mettre des zones de poudre en vrac
pour donner la couleur, avec des sachets aussi pour l'explosion de couleur à la fin. Donc, il va y avoir beaucoup plus de poudre disponible pour bien tâcher nos participants. Et les formulaires de bénévoles, comme les inscriptions, ça va se passer au niveau du site web du Parc régional de Val-d'Isère. En gros, c'est ça. Les trousses des participants aussi qui vont être disponibles la veille de l'événement, ce qui va être qui va désengorger peut-être un peu le nombre le matin même, puisqu'on augmente la limite de participants. L'an dernier, on sait qu'on avait un maximum de 500 personnes. Cette année, on a poussé cette limite-là à 1000 personnes. Desjardins a toujours été partenaire pour les Journées des saines habitudes de vie. C'est la 2e édition de la course des couleurs, mais c'est la 5e de la Journée des saines habitudes de vie. Ça, c'est vraiment une initiative des professionnels de la santé qui sont présents de manière bénévole à l'événement. Puis le but est vraiment de rendre un accès facile à la population pour des professionnels, nutritionnistes, kinésiologues, infirmières de manière gratuite pour avoir des conseils santé, pour avoir des trucs pour faire des premiers pas vers l'adoption d'un mode de vie physiquement actif puis un mode de vie plus sain. Donc, c'est la raison pour laquelle là, le CIS du Bas-Saint-Laurent et les installations de la Matapédia sont impliqués, d'autant plus que les profits de l'événement vont à Opération Enfant Soleil, qui redonne énormément pour les jeunes matapédiens. Ceci étant dit, ce qui est très bon aussi cette année, dans les années passées aussi, c'est l'offre alimentaire qui est adaptée lors de l'événement. C'est un plus, justement, quand on fait un événement de course à pied, un événement festif, un événement pour le plaisir, d'avoir un offre alimentaire adapté le jour de l'événement. Donc, pour renforcer encore là un mode de vie plus santé. Voici maintenant M. Gaétan Ruet, président du conseil d'administration du camping d'Amqui, qui vous annonce de bonnes nouvelles. Ça fait longtemps que le camping d'Amqui souhaite aller de l'avant avec un projet majeur. Hein? Ça va débuter le 6 septembre prochain. Et ça va être programmé pour que ça se fasse avant que l'hiver s'installe pour de bon, ce que nous voulons faire cette année. Puis on a pour 1 million, près de 1 300 000. Et la seule partie qu'on va pouvoir avoir en termes de subventions, c'est qu'on a la taxe sur l'essence que Canada-Québec nous remet. Et là-dedans, une ville comme Amqui doit d'abord investir ça dans ses besoins de remise à niveau de ses services d'aqueduc et d'égout. Et comme là-bas, on a eu un problème il y a 2 ans de qualité d'eau, qui nous a fait perdre 1 étoile. Le camping d'Amqui actuellement est reconnu avec 3 étoiles alors qu'on était à 4 étoiles. Pour retrouver notre 4e étoile, mais surtout donner une autre qualité à nos campeurs, bien, il a fallu faire une recherche en eau. On l'a fait. On a un nouveau site qui a été identifié. On a un puits qui a été foré selon les règles de l'art. Et là, il a été, parce que les normes aujourd'hui, c'est pas tout de creuser un trou pour trouver de l'eau. Il faut que l'eau soit analysée pendant aujourd'hui, là, avec toute une procédure. Ça dure 6 mois. 6 mois de temps, là, tu prends des échantillons pendant 6 mois. Alors, durant tout l'hiver, notre gérant, M. Rino Beaulieu, a pris des échantillons d'eau et tout est bio. Et donc, on va pouvoir aller en construction de notre nouveau puits à la fin de l'été. Puis, on va on va amener des nouveaux services dans l'aile F que les gens qui font du camping connaissent. Puis on va faire l'installation d'une nouvelle entrée électrique, parce que l'entrée électrique est située dans le pavillon d'accueil. Ce pavillon-là, éventuellement, il fait partie des choses qui vont devoir changer. Le pavillon d'accueil va changer complètement la façon d'arriver au camping pour faciliter l'accueil, que ce soit plus facilitant, plus rapide. Alors, l'entrée est là, puis les désuètes, afin que... Ça va se faire en 2016, en septembre aussi? Oui, en septembre 2016, ce qui va se faire, ce ne sera pas la reconstruction du pavillon d'accueil, parce que on n'a pas, dans le plan de match qu'on a, on n'a pas l'argent pour pouvoir faire ça cette année. Et donc, on va y aller pour faire une autre entrée électrique qui va être suffisante pour bien alimenter le camping actuel, et ce que les améliorations qui vont être apportées et le futur développement qui sont à venir. Fait qu'on va mettre une entrée électrique, je ne sais pas si c'est 600 ampères. Alors, ça va être quelque chose pour être capable de fournir adéquatement tout le monde. Mais vous avez aussi un nouveau système de réservation, je crois. Ah ça, c'était une nouveauté vraiment incroyable, là. C'est la mode, c'est la tendance. Fait que là, avec le nouveau système de réservation qu'on a mis en marche depuis le 15 avril, je crois, non, le 15 mars dernier,
bien, là, les gens, là, il n'y a plus de 10 de réservés, là. C'est les gens appellent, puis, je veux dire, ils vont sur le site, puis ils font leur réservation, les autres même. Et quand on va avoir terminé les travaux cette année, il n'est pas possible qu'ils puissent le faire même un an d'avance. Cette année, on ne peut pas faire ça parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer, les travaux, donc on ne peut pas préestimer, mais là, pour cette année, ils peuvent faire ça. Puis, il y a une autre chose que je me permets d'annoncer, c'est que d'ici peu, là, notre site, le site web du camping d'Amqui va changer complètement. Il va être up-to-date, puisqu'encore là, on va faire affaire avec une organisation dont de leurs spécialités, c'est de faire des sites web pour des campings et des pourvoiries. Alors, pour pouvoir réserver au camping, est-ce que c'est l'adresse habituelle qu'il y avait l'an passé ou c'est une autre adresse ou comment ça fonctionne? En fait, l'adresse exacte, j'imagine, quelqu'un qui va sur Google, qui clique Camping d'Amqui, là. C'est la même que l'an passé pour pouvoir réserver. Oui, il va tomber sur le site de réservation du camping à ce moment-là. Mais si jamais quelqu'un n'arrive pas, là, ils ont juste à appeler au service des loisirs ou à la ville. Mais rapidement, je pense que tout le monde va comprendre là, que c'est pas compliqué. Là. Camping d'Amqui, bang, tu tombes là-dessus, puis tu t'en vas là, ça roule. C'est très convivial et c'est facile à se déplacer dans les sites. Tout ça est amélioré constamment par ceux-là qui offrent ce service de logiciel-là. C'est fantastique. Alors, on va sûrement se voir au camping cet été. Ah oui, je me dois d'aller de temps à autre au camping comme président, voir les employés, les encourager, parler un peu avec nos visiteurs, nos campeurs et avoir le pouls. Hein? Il faut être à la base, il faut être sur le terrain. Fait que finalement, oui, j'irai sans doute à quelques reprises. Bon été 2016. À vous-même, Mme Nathalie, et à toute l'équipe de la TV communautaire. Notre député fédéral, M. Rémi Massé, était de passage à Amqui et mon collègue Francis Pelletier en a profité pour lui poser d'excellentes questions. Ce matin, vous êtes dans la Matapédia ici, vous teniez une conférence qui vient de se terminer sur, on va dire, les enjeux post-budgétaires du premier budget du ministre des Finances, M. Morneau. Le budget, il fait 400 pages, c'est quand même toute une brique à avaler. Qu'est-ce qu'on a à retenir, les mesures phares qui peuvent peut-être interpeller les Matapédiens? Bien, c'est la raison pour laquelle j'étais ici ce matin et j'ai eu la chance d'aller aussi à Carleton et à Matane pour pouvoir présenter le budget. Donc, pour pouvoir extraire les éléments importants pour nous, pour la région. Donc, les mesures phares, évidemment, c'est l'allocation canadienne pour enfants. Donc, ça touche des familles chez nous, des gens qui vont pouvoir bénéficier de 6 400 $ par enfant en bas de 6 ans, jusqu'à 6 ans, et 5 400 $ par enfant, ceux qui ont entre 7 ans et 18 ans. Donc, c'est de l'argent dans les poches non imposable de nos familles qui en ont besoin, parce qu'on le disait dans la présentation, le revenu moyen disponible par personne ici est environ de 21 000 22 000 $. Donc, on est parmi les plus bas revenus moyens. Donc, ça, c'est une mesure importante. L'autre mesure importante, on en a parlé, mais je pense qu'on n'en a pas suffisamment parlé, c'est l'ensemble des améliorations qu'on a apportées à l'assurance-emploi pour éliminer, rayer les modifications qui avaient été apportées par le gouvernement Harper en 2012. Donc, ça, c'est des mesures importantes. Il y a beaucoup de choses en matière d'infrastructure. Donc, on a essayé de cibler davantage ce qui intéressait davantage nos régions, nos collectivités. Donc, parce que pour moi, les investissements d'infrastructure qu'on va faire chez nous vont permettre la création d'emplois, vont permettre de relancer notre économie et puis, on l'espère, ramener des jeunes dans la région parce qu'on le disait, là, au niveau socio-économique, la démographie fait en sorte qu'au cours des prochaines années, on voit là, une baisse du nombre de personnes dans la circonscription. Là. Donc, il faut être capable de renverser la vapeur. Mm-hmm. En termes d'infrastructure, qu'est-ce qu'on va voir bouger, selon vous, dans la prochaine année ou les 2 prochaines années autour de chez nous? Beaucoup d'investissements en matière de réseau d'aqueduc et d'égouts. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est le fédéral transfère de l'argent au provincial. Donc, c'est le provincial qui détermine quelles sont les priorités, quels sont les projets qui vont être retenus. Donc, évidemment, on est là. Nous, mon rôle en tant que député, c'est de travailler avec aussi les députés provinciaux pour s'assurer que les besoins de nos municipalités sont bien appuyés. Donc, et la même chose du côté de mes collègues fédéraux. Donc, pour que les esprits se rencontrent à quelque part, puis s'assurer que nos projets sont soulevés. Donc, la priorité, c'est au niveau des réparations, au niveau des améliorations, au niveau de l'aqueduc et de l'égout. Donc, les 2 prochaines années vont être consacrées à ce type de réparation-là en matière d'infrastructure. Il y a des infrastructures fédérales qui existent dans la circonscription. On pense au quai de Carleton, par exemple, qui appartient à Transport Canada. On parle aussi à la jetée ouest du quai de Matane, du port de Matane. Donc, il y a de l'argent aussi qu'on souhaite voir arriver
Donc, il y a 148 millions de dollars qui est prévu dans le budget pour ce type de projet-là. Donc, c'est le type de choses qu'on va voir aussi. Et on s'embarque dans un processus, disons, de consultation pour pouvoir développer le futur Fonds Chantier Canada pour l'après 2 ans. Et ça va être important pour que nos municipalités puissent bénéficier de ce bel argent-là pour nos besoins ici. Dans un autre secteur d'activité qui touche directement plusieurs entreprises, la Matapédia, on parle du secteur agricole. Oui. Il y a l'enjeu du lait diafiltré qui rentre des États-Unis, qui fait baisser d'une certaine façon le revenu des producteurs laitiers de la région. C'est un enjeu qui vous a interpellé beaucoup. Où est-ce que ça en est, le dossier? Ça, c'est l'enjeu prioritaire. C'est un enjeu prioritaire qui est là pour moi depuis des semaines. Donc, on travaille très, très fort au niveau du gouvernement pour pouvoir trouver une solution à long terme, une solution qui va régler ce problème-là. On le dit souvent, ce qu'on souhaite, c'est pas trouver une patch pour régler une partie du problème rapidement, mais c'est de trouver une solution à long terme. Donc, moi, je suis engagé à temps plein pour pouvoir travailler avec mes collègues. Et puis, dès la semaine prochaine, lorsque je retourne à Ottawa, aussi, j'ai demandé une rencontre avec les 4 ministres responsables du dossier, avec mes collègues, pour qu'on puisse justement avoir, les dernières informations sur ce dossier-là, pour que je puisse m'informer les gens de chez nous. Donc, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que le problème se règle le plus rapidement possible. Donc, on pousse beaucoup, nous, de notre côté. On a un caucus rural qui représente l'ensemble des députés qui représentent des circonscriptions rurales au Canada. On est tous alignés pour pouvoir trouver une solution le plus rapidement possible pour que nos producteurs laitiers puissent respirer un peu parce qu'ils en ont besoin. Là, moi, je n'entends parler à tous les jours. Je rencontre des producteurs, des gens de l'UPA. Et puis, c'est ma priorité numéro 1. Et j'aimerais ça parce que je sais que ce qu'ils veulent, c'est pas d'entendre parler de ça. Ils veulent une solution, ils veulent des actions. Donc, on est là pour pouvoir trouver une action. Et je suis une des personnes qui travaille le plus fort avec mes collègues là, pour être capable de trouver une solution à ce niveau-là. Donc, ce que je leur demandais, je leur disais récemment, c'est encore un petit peu de patience, d'avoir confiance. On est là derrière eux. Il y a un enjeu de sécurité publique qui se rattache à un enjeu de communication aussi qu'on connaît dans la région, les espèces de trous noirs où est-ce qu'on n'a pas de communication cellulaire. Il y a des sommes aussi qui ont été attribuées dans ce sens-là. Oui, ça aussi, c'est des dossiers importants. Ça, c'est justement à cause du travail des députés du caucus rural au niveau du Parti libéral qui se sont concertés auprès du ministre Morneau, ministre des Finances, pour obtenir de l'argent au niveau de la couverture Internet. Donc, il y a 500 millions qui est prévu dans le budget pour pouvoir appuyer nos collectivités rurales. On ne parle pas des grands centres, on parle des collectivités rurales pour permettre d'avoir des investissements pour augmenter la diffusion puis l'accès à l'Internet haute vitesse. Au niveau de la mobilité cellulaire, moi, j'ai eu la chance, il y a 3 semaines, 1 mois, de rencontrer Bernard Ward, qui est le président de l'Association canadienne là, des télécommunications, je n'ai pas le terme exact, et puis Bernard Lord, qui est l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick. Donc, on s'est assis tous les deux pour discuter spécifiquement des enjeux qu'on vivait dans la région. Donc, le tronçon entre Matane et Amqui, ensuite Sainte-Florence, Matapédia, ensuite sur l'autoroute, sur la route 132. Donc, on a eu un excellent échange tous les deux. Donc, je lui ai dit, attends-toi que je continue à mettre de la pression pour qu'on puisse trouver des solutions concrètes. Donc, il a la chance de représenter l'ensemble de ces entreprises-là. Et on a annoncé, TELUS a annoncé hier là, des investissements quand même importants. Ça va permettre en partie d'augmenter une partie de la couverture, pas énormément, mais je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Et c'est le type de discussion qu'on a qui font en sorte de sensibiliser ces entreprises de télécom-là, de s'assurer que nous aussi, on existe, puis nous aussi, en termes de développement économique, on a besoin de l'Internet, on a besoin de la mobilité. Moi, je suis à Saint-Léandre et je dois sortir de la maison pour pouvoir me brancher sur cellulaire. Donc, je suis le premier concerné dans ce dossier-là. Et on travaille là, dans ce sens-là pour pouvoir améliorer l'accès au cours des prochains mois, des prochaines années. En terminant, votre travail de représenter la population de la circonscription est un défi en soi. 4 MRC, 57 municipalités, un énorme territoire, vous parlez de 16 000 km². C'est quoi le défi des organisations puis des entreprises du coin, de la région, pour avoir accès à ces programmes-là, ces sommes-là qui ont été annoncées selon vous? C'est une excellente question et je pense que c'est le défi le plus important. Il y a de multiples programmes, il y a de multiples ministères, il y a puis on parle non seulement au provincial puis le fédéral, donc c'est un petit peu difficile de s'y retrouver lorsque tu es un entrepreneur et que tu travailles 7 jours sur 7 puis que tu as les 2 mains dans la part, dans ta business. Donc, de pouvoir sortir et dire, OK, là, vers qui je dois me tourner? Donc, on a la chance d'avoir les SADC, on a la chance d'avoir Développement économique Canada, donc il ne faut pas avoir peur de cogner à ces portes-là. Et nous aussi, on est là. Donc, c'est de pouvoir se faire orienter sur les meilleurs programmes pour être capable d'aller chercher les fonds nécessaires en matière d'innovation,
pour pouvoir automatiser une ligne de production, pour pouvoir appuyer au niveau de la relève de son entreprise, au niveau de la formation. Donc, il y a de multiples programmes qui existent. On l'a vu dans le budget que j'ai présenté, l'argent, il est là. Donc, c'est d'y avoir accès. Et évidemment, nous, mon bureau, il est là aussi. Donc, on est disponible là, pour pouvoir aider ces gens-là. Et un autre aspect qui est important, c'est la qualité des dossiers. Donc, nous, on n'a pas la chance, comme dans les grandes villes, de pouvoir avoir les budgets nécessaires au niveau des municipalités pour embaucher une firme de consultants, une firme de ci, puis des gens pour pouvoir développer des documents solides qui vont s'aligner sur l'ensemble des critères des programmes, puis s'assurer que, pouf, qu'ils peuvent sortir du lot et puis être financés. On n'a pas la chance d'avoir ça. Donc, moi, je disais aux élus qui étaient ici et aux gens qui étaient ici des entreprises, il faut trouver une façon de se concerter pour trouver des méthodes d'aller chercher cette expertise-là avec les moyens financiers dont on a pour pouvoir développer les meilleurs dossiers possibles et s'assurer qu'ils passent dans la machine. Donc, nous, on est là pour pouvoir donner un coup de main. Et c'est le message que je leur ai lancé ce matin. Travaillons ensemble pour pouvoir identifier quelles sont les priorités dans notre région et éviter là, de chacun de son bord tirer la couverte parce qu'avec 57 municipalités, évidemment, on ne pourra pas répondre à l'ensemble des besoins, mais il faut être capable de travailler en concertation. Excellent. Merci pour ces précieux conseils et ces explications, cette démystification du budget 2016. Merci, M. Massé. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. À la prochaine. Nous poursuivons avec Chloé Paquette qui vous donne quelques trucs pour diminuer votre facture d'épicerie. L'épicerie coûte très cher. On le sait à quel point aussi il a augmenté beaucoup depuis les dernières années. À chaque année, c'est des coûts de plus en plus durs pour les gens parce que c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Hein? Manger est quand même un besoin de base. Ouais. Mais effectivement, la facture augmente toujours et toujours. D'ailleurs, le dispensaire diététique de Montréal, à chaque année, fait un relevé sur ce que coûte une épicerie et établit des normes. Donc, il y a à peine 2 ans, on calculait que ça coûtait 7,65 par personne par jour en moyenne pour se faire une épicerie, pour bien manger de façon variée et nutritive. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, on est rendu à 8,70 par personne par jour. Donc, ça veut dire que pour une personne seule, dans un mois, pour qu'elle puisse bien manger de façon nutritive, diversifiée, cuisiner à la maison, ça coûte environ 230, 250 $ par mois pour bien manger. Si on ne fait pas d'excès. Si on ne fait pas d'excès, oui, c'est ça. Là, on parle vraiment des besoins de base. Là. Donc, ça a augmenté. Mais des trucs, il faut revenir à la base. C'est vraiment un mot que je dis souvent, mais base, oui, c'est ça. Il faut donc savoir cuisiner idéalement. Si on ne le sait pas, ben on peut peut-être aller voir s'il y a une cuisine collective dans notre secteur. On a peut-être des parents, des amis, de la famille qui... on peut l'apprendre aussi en groupe. Hein. On sait que quand on divise le coût à plusieurs personnes, ça revient moins cher. Oui, donc, on achète en gros. Ben voilà. Donc, à la limite, on pourrait se créer une cuisine collective à la maison. Hein. C'est très sympathique de dire une journée en fin de semaine, on cuisine, on est quelques personnes. Oui, c'est ça. Puis on se sépare les plats. Pourquoi pas? C'est toujours une activité intéressante. Sinon, ben à ce moment-là, donc, à part cuisiner à la maison qui revient moins cher, il faut toujours se rappeler que quand on rentre à l'épicerie, on rentre quand même dans un commerce où il y a beaucoup de gens au niveau du marketing qui ont fait leur travail. Ils l'ont très bien fait. C'est leur métier, c'est ça leur travail, c'est correct. Alors, ben nous, en échange, c'est qu'il faut connaître leurs trucs pour savoir les déjouer. Alors, ben on remarque toujours qu'une épicerie, hein, quand on arrive, c'est souvent l'étalage des fruits et légumes. C'est très coloré, c'est beau, ça donne le goût. Il y en a des préparés. Il y en a déjà des préparés. Alors, évidemment, on évite tout ce qui est déjà préparé. Hein. Faut éliminer le plus possible ce qui a été fait par d'autres au niveau de la préparation parce que ça fait toujours des frais supplémentaires. Et bon, couper un fruit ou l'acheter déjà coupé, on vient peut-être de sauver 1 minute ou 2 dans notre semaine, alors c'est pas considérable, mais encore là, ça peut même être 30 secondes. Donc, on touche bien de le prendre frais. Et ces couleurs-là sont faites, justement, physiologiquement, ça attise notre appétit. Ça stimule notre appétit, d'où l'importance d'avoir bien mangé avant d'aller faire l'épicerie. Et d'avoir une liste. Donc, et là, on veut avoir la conscience tranquille, on prend quelques fruits, quelques légumes, ça va bien. Et là, je conseille, plutôt que de faire toutes les rangées, alors vous pouvez soit la faire en L, parce que tous les produits de base sont au fond de l'épicerie étrange. Hein? Le pain, le lait, les œufs, les produits laitiers. On pourrait aller voir du côté des surgelés aussi. Les légumes surgelés, les fruits surgelés, surtout l'hiver,
très intéressant au niveau rapport qualité-prix, beaucoup plus nutritif même que les frais qui seront arrivés par camion de la Californie. Ouais. Donc, on peut aller voir de ce côté-là, on peut avoir des bons prix aussi. Donc, on longe l'épicerie. Sinon, on peut faire l'épicerie à l'envers. Ça va venir casser de certaines habitudes. On va peut-être mieux se rendre compte aussi de certains achats qu'on effectuait, peut-être de façon systématique, automatique, impulsive. Donc, ça va nous permettre une réflexion à ce niveau-là. Aussi, comme ce qu'on peut dire comme truc, évidemment, bon, je disais faire la liste, mais pour faire la liste, on veut savoir souvent ce qui est en spécial, les rabais. Oui, c'est ça. Il y a un site intéressant qu'on peut aller voir. Oui, vraiment, j'en ai 2 qui sont très intéressants, que j'invite les gens à aller voir. Alors, parce que des fois, on ne sait plus qu'est-ce qui est un vrai rabais, qu'est-ce qui est pas un vrai rabais avec les changements de prix. Alors, on peut aller voir le www.onmagazine.ca ou encore www.supermarché.ca. Ces 2 sites-là recensent les véritables prix. Ils ont une banque de données incroyable. Et quand il y a de vrais spéciaux, c'est inscrit. Impressionnant. Si vous êtes capable, c'est le moment d'en acheter 2, 3, 4 caisses. Non, peut-être pas à ce point-là, mais d'en acheter quand même plusieurs pour, à ce moment-là, c'est une véritable économie. Une véritable économie. C'est sûr qu'il faut acheter ce dont on a besoin. Ça ne sert à rien d'acheter 4 caisses de soupe aux tomates si je ne mange pas de soupe aux tomates ou à peu près pas. Il faut acheter ce dont on a vraiment besoin. On le suggère pas. Donc à ce moment-là, il y a cette façon-là. Et aussi de savoir que la semaine où est-ce qu'il y a le plus de rabais intéressants, c'est la 3e semaine du mois. Mais ça, c'est, ouais, j'avais jamais remarqué. Et oui, alors la 3e semaine, c'est là où est-ce qu'on va pouvoir trouver le plus d'items de base en spécial qui vont être donc important dans notre alimentation. Malheureusement, c'est pas la première parce qu'ils savent pertinemment que ben, souvent les gens qui bénéficient soit de l'aide sociale ou de régie des rentes, prestations de retraite. Voilà, c'est là, c'est à la fin du mois, au début du mois qu'ils reçoivent un montant pour faire l'épicerie. Alors là, ben forcément, mais si vous êtes capable de repousser lentement, mais sûrement le plus gros d'épicerie à la 3e semaine, avec un budget, les épiceries, on devrait être capable de s'en tirer pas si mal. Mais merveilleux, puis pour avoir d'autres trucs comme ça, là, pour économiser, on peut vous appeler? Absolument, ça peut être des trucs individuels ou en atelier au 88-562-7645 ou encore le 1866-566-7645 pour le numéro sans frais ou par notre site Internet au www.sfpéninsule.ca. Afin de répondre aux besoins des gens de la vallée de la Matapédia, nous vous présentons le complexe funéraire de la vallée. C'est sans pression, selon vos choix, combiné à notre savoir-faire et notre profond respect, que nous vous garantissons la qualité de nos services. Nous sommes toujours disponibles, nous sommes uniques et nous vous accompagnerons en toute discrétion. Pour plus d'informations, 631-1499. Les circuits culturels seront de retour cette année. Voici Pascal Saint-Amand pour vous en parler. En fait, les circuits culturels matapédiens, ça va être la 4e saison à l'été 2016. C'est quelque chose qui vient un peu réunir différents attraits touristiques qui sont déjà présents dans la vallée de la Matapédia. Donc, les circuits, ça consiste en réalité en une application mobile pour les appareils téléphones intelligents, iPad et compagnie. Donc, les gens peuvent télécharger l'application qui s'appelle la Matapédia et à partir de ça, ils vont pouvoir accéder au circuit culturel, donc soit en géolocalisation ou encore en préchargeant les circuits puis en les ayant sur leur téléphone sans nécessairement être branchés sur Internet en tout temps. Puis en ayant ces circuits-là, il y a un circuit saumon, il y a un circuit art et artisan, il y a un circuit agrotourisme, un circuit patrimoine et un circuit paysage. Donc, les visiteurs, selon leur position, vont se voir proposer une suite d'attraits thématiques. Donc, ils vont pouvoir aller d'un attrait à l'autre, choisir un attrait qui les intéresse plus dans les circuits et faire des découvertes dans la région. C'est vraiment ça l'objectif de ce projet-là, de réunir ces attraits-là, de les structurer, de les offrir aux touristes de passage. Pour ceux qui n'auraient pas les appareils pour aller télécharger l'application, il y a encore des bons vieux dépliants avec un résumé des descriptions des points d'intérêt des circuits et avec la carte de la Matapédia avec les différents circuits. Donc, les gens ont 2 options, soit de télécharger l'application puis d'avoir les circuits en ligne ou encore de tout simplement récupérer un des dépliants qui vont être distribués un peu partout dans la vallée pour s'informer et pour pouvoir ensuite découvrir la région.
Comme là, il est trop tard là, pour ceux qui voudraient faire partie du circuit pour pouvoir apparaître, mais peut-être l'an prochain. Pour tout ce qui est entreprise-organisation, il y a un coût de 20 qui est rattaché à l'adhésion au circuit. Il y a des formulaires qui sont disponibles en ligne sur le site Internet de la MRC ou encore directement auprès de moi pour adhérer. Tout ce qu'on a besoin, c'est évidemment du chèque de 20 d'un petit descriptif de l'attrait, des coordonnées. Puis nous, on va intégrer ça à l'application puis au dépliant. Donc, ça peut se faire comme ça. Puis il y a aussi quelque chose qui est intéressant, les particuliers, les propriétaires privés qui sont propriétaires d'un bâtiment patrimonial et qui voudraient l'insérer dans les circuits. Dans leur cas, c'est gratuit, puis il peut y avoir une mention non ouverte au public pour pas que les gens veulent aller visiter l'intérieur de leur propre maison. Mais on a quelques bâtiments privés comme ça qui font partie du circuit patrimoine, donc c'est une autre option qui s'offre à eux. Et puis sinon, oui, l'année prochaine, on va évaluer si ce projet-là est de retour, puis si c'est le cas, il va y avoir une autre période d'adhésion et d'inscription pour les matapédiens qui veulent s'inscrire au circuit. Et où on peut trouver ça? Est-ce qu'on peut aller sur la page de la MRC et trouver l'application? En fait, du côté de l'application, c'est vraiment disponible sur le App Store ou sur le Google Play Store. Donc, selon l'appareil que vous utilisez, selon si c'est Android ou Apple, on va aller chercher l'application dans le magasin d'applications en général. Puis, pour ce qui est de tout ce qui est au niveau des informations, des documents d'inscription, puis de toute question qu'il pourrait avoir, ça se fait vraiment auprès de moi. Et il y a certaines choses qui sont disponibles aussi sur le site Internet de la MRC ou mrcmatapedia.qc.ca. Donc, normalement, avec toutes ces sources-là, les gens vont avoir des renseignements pour nous retrouver, pour s'informer et pour peut-être utiliser les circuits eux autres même cet été. Marie-André Mathieu vous revient pour une dernière fois pour votre initiation à la permaculture. Elle vous présente la plante par excellence pour la permaculture au Québec. Selon elle, le topinambour. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire du topinambour. Puis ça nous montre toute l'importance qu'il peut avoir pour la Matapédia. Le topinambour était cultivé par les Amérindiens. Cultivé, consommé, c'était une plante qui était bien appréciée des Amérindiens. Quand Christophe Colomb est arrivé au Canada, il a commencé à faire des échanges avec les Amérindiens, des miroirs, des fusils, des fourrures, des aliments, et ils ont donné de topinambour. Christophe retourne en Europe avec tout ça et attend son tour pour aller présenter tout ça au roi, parce qu'il y avait d'autres explorateurs qui étaient allés ailleurs. La même journée qui va présenter ces choses, il y a un autre explorateur qui arrive d'une tribu cannibale et qui a ramené un individu et qui présente au roi et dit « Voici de la tribu des topinambous ». Bon, parce que les Amérindiens appelaient ça, pas ça un topinambour. Je ne sais pas comment ils appelaient ça, là, ça a été perdu dans l'histoire. Mais quand Christophe est arrivé pour présenter ce légume-là, le roi, le soir, était tout mêlé, puis il présente ça à sa femme, puis il dit « Oui, ça se mange, c'est bon, c'est sucré, j'ai goûté, ça s'appelle un topinambour. » Et voilà, le nom est resté. Et comme c'était une plante merveilleuse, sucrée, et tout, et il y en a, et que ça se reproduit, tu sais, dans le fond, la permaculture, c'est l'abondance, hein, et tu n'as pas le choix d'être généreux, parce que ça t'en donne tellement qu'il faut que tu partages. Fait que le roi en a partagé avec tous les habitants de la France. Tout le monde en a planté dans son jardin. Et comme c'était beau, ça faisait des fleurs, bien, tout le monde les a laissés là. Là, la guerre est arrivée. Et là, les Allemands sont arrivés. Comment on fait pour affaiblir un peuple? Mais on pille toute sa nourriture. Fait qu'ils sont allés dans toutes les maisons, ils pillaient toutes les gardes-manger. Ils sont allés dans toutes les granges, ils sont partis avec les poules, les vaches, les cochons. Ils sont allés dans tous les jardins, ils ont vidé les jardins. Mais ils ne savaient pas que le topinambour, c'était pas juste une fleur. Ils ne savaient pas que ça se mangeait. Et qui n'ont pas arraché les topinambours. Fait que pendant les 7 ans que la guerre a duré, les Français ont pu survivre grâce au topinambour. Dans les vieux films français, on voit des Français qui grattent la terre sous la pluie en hiver c'est ça qu'ils cherchaient. Pour trouver les topinambours qui étaient restés dans le sol pour pouvoir se nourrir. Ils ont survécu grâce à ça. La partie drôle de l'histoire, c'est que le topinambour, pour certaines personnes, et surtout si c'est consommé en même temps que du sucre, ça peut donner des ballonnements. Fait que si tu en manges pendant 7 ans, matin, midi et soir, après ça, tu ne veux plus rien savoir. Fait que les Français, aujourd'hui, qui ont vécu cette période-là, ils ne veulent plus de topinambour, ils ne veulent pas en manger, mais ils leur doivent quand même la survie. Côté santé, le topinambour, ce que ça a d'extraordinaire, c'est que ça contient des prébiotiques. Tu sais, on entend de plus en plus parler du microbiote, de la flore intestinale. On est même en train de dire que l'intestin est le deuxième cerveau. Ou le premier cerveau. Il y a des maladies qui apparaissent dans l'intestin avant d'apparaître dans le cerveau, comme le Parkinson ou l'Alzheimer, je ne suis plus sûre lequel des deux.
C'est vraiment, tout se passe là. Ça nous prend une flore intestinale en santé. Mais quand on mange du topinambour, ça promouvoit d'avoir une flore intestinale en santé. Ça nourrit les bonnes bactéries. Ça nourrit les bonnes bactéries. Fait qu'il est super utile pour ça. En plus, dans un projet d'autonomie alimentaire, les fleurs du topinambour vont nourrir les pollinisateurs. Quand on parlait d'attirer les abeilles, les bourdons, fait qu'on va avoir du miel. Fait que ça, c'est intéressant. C'est une fleur qui fleurit très tard. Et les fleurs et les feuilles du topinambour, ça fait des grandes tiges très hautes. On peut faire des haies avec ça. On peut les donner à manger aux animaux de basse-cour. Les poules, les lapins aiment ça. Moi, je n'ai pas testé avec d'autres animaux. Les cochons, c'est sûr. Peut-être les vaches. Mais les animaux ils adorent le topinambour, en fait. Quand je leur en apporte, ils mangent. Fait que nous, on mange la racine, les animaux mangent les feuilles, et puis ça repousse l'année d'après. Fait qu'on devrait en planter partout. Puis si jamais il y a une année qui est plus difficile qu'au niveau de l'agriculture sur la planète, il est arrivé des sécheresses, des problématiques, des inondations, puis que c'est difficile de remplir les épiceries, mais avec ça, on a de l'énergie, on a de la santé, et on a une bonne réserve de nourriture qui va nous aider à survivre. Alors, on pourrait peut-être en apprendre plus sur le site de la page Facebook. Oui, Permaculture et autonomie alimentaire matapédienne. Effectivement, ce serait un endroit où est-ce qu'on pourrait avoir une discussion sur le topinambour. Pour s'en échanger. S'en échanger, parce que c'est sûr que quelqu'un qui fait pousser du topinambour une fois peut en partager pour toujours avec ses amis. Fait qu'il existe plusieurs variétés de topinambour. Ça aussi, ça peut être intéressant à échanger. Moi, j'ai 2 variétés. J'en ai un qui... En fait, je pense que j'en ai 3 variétés de topinambour. Un qui est rose, 2 autres qui sont blancs. Fait que chacun a des caractéristiques. Pousse plus haut, fait des fleurs plus tard, fait des fleurs plus tôt. Fait que encore une fois, c'est intéressant d'avoir de la diversité, même avec le topinambour. Alors, c'était notre dernière capsule pour cette année, puis j'espère qu'on va se retrouver peut-être l'an prochain. Oui. Merci beaucoup, Marie-André. Merci. Nous passons maintenant à d'autres activités fort intéressantes du Centre de femmes de la Vallée, présentées par Marie-Ève Degrasse. On a une initiation aux cuisines collectives. On va aller à Moisson avec un groupe de 6 femmes, puis on va faire de la cuisine collective. On a aussi un atelier sur la santé mentale qui est donné par le mouvement Santé mentale Québec du Bas-Saint-Laurent. Donc, Marie-Pierre va venir donner un atelier au mois de mai. On a ensuite un groupe de partage sur l'affirmation qui va commencer vers la fin mai et qui va avoir une deuxième rencontre au mois de juin. Après ça, il va y avoir un autre déjeuner croissants et fruits qui va être pour souligner la Journée mondiale contre la faim. Ensuite, on va avoir comment faire un jardin sur son balcon, comment aménager des légumes en pot et tout ça, là, une méthode de base, vraiment de base, mais qui est très intéressante aussi. Et ensuite, on va aller vers la fin juin, on va aller à Sainte-Florence faire une petite causerie galette avec les femmes de Sainte-Florence, les rencontrer puis leur présenter nos services aussi. Bonne idée. Et puis, si les femmes veulent avoir plus d'informations, est-ce que c'est toujours accessible sur votre site Internet? Oui, bien, premièrement, ils peuvent appeler directement au centre de femmes, là, selon les heures d'ouverture, là, mais au 629-3496. Vous faites le poste 0 et Joanne va se faire un plaisir de vous répondre. Sinon, bien là, c'est ça. Il y a le site Internet qui est www.cfvm.ca. Puis, on a aussi notre page Facebook qui est Centre de femmes Vallée de la Matapédia. Alors, tout est là pour être bien informé. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Ève, et bon été. Merci beaucoup à vous aussi. Marie-Pierre Pinel vous revient pour une dernière capsule sur la santé mentale. Marie-Pierre, aujourd'hui, on va parler de l'épuisement professionnel. Comment on peut l'identifier qu'on a un épuisement? En fait, l'épuisement professionnel est souvent connu aussi sous le nom de burn-out. Donc, c'est un sentiment de fatigue intense, une perte de contrôle, puis d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. On est au travail, on n'est plus capable de fournir les efforts comme on faisait habituellement. Des fois, on ne comprend même pas pourquoi ça se passe ainsi. On est fatigué à tout bout de champ, puis on a l'impression de jamais réussir à arriver en haut de la montagne. Donc... c'est à quoi ça peut mener, ça, un épuisement comme ça? Bien, en fait... ça peut mener à la dépression. Puis ça peut avoir vraiment des impacts sur toutes les sphères de notre vie. Ça ne se restreint pas nécessairement au travail. Donc, si je suis épuisée à cause de mon travail, quand je vais arriver à la maison, bien, ça va avoir des répercussions aussi au niveau de ma famille, au niveau de mon entourage. Donc, d'autant plus, c'est encore plus une raison, en fait, pour prendre soin et puis éviter justement d'en aboutir là.
Parce que ça peut mener aussi à de la consommation, j'imagine. Oui, effectivement. Donc, il peut y avoir des troubles d'alimentation, de l'anxiété, une dépression, en fait, généralisée. À l'extrême, ça peut même aller à des pensées suicidaires. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut éviter ça. Puis comment on fait pour éviter ça? Bien, c'est sûr que réduire le stress, en fait, ça va aider vraiment beaucoup. Donc, obtenir du soutien, que ce soit de nos collègues, pouvoir parler justement à notre patron de la façon qu'on se sent, des amis ou des professionnels, aller rencontrer un psychologue, travailleur social ou... Pour mieux identifier le problème là, avant que ça soit arrivé à l'extrême. Effectivement. Être à l'écoute de notre corps, des signaux qu'il nous envoie, de la fatigue qu'on ressent, du stress qui est présent dans nos vies, ça va nous aider aussi à prévenir, en fait, avant d'en être rendu trop loin. Peut-être aussi, au niveau de notre organisation, ça pourrait être vraiment aidant quand on parle, en fait, de devoir faire à manger aux enfants, courir au travail. Donc, on est toujours dans une course continuelle. Des fois, de prendre un temps pour pouvoir se préparer des repas à l'avance, peut-être les mettre à congeler, ça va nous aider à gagner du temps puis peut-être pouvoir se relaxer davantage, en fait. Ouais, si on réduit le stress dans une sphère de notre vie, bien, ça nous aide à mieux assumer celui au travail. Effectivement, on a plus d'énergie pour vivre les stress autres que ceux-là. Donc, s'organiser, ça va nous aider aussi beaucoup. Des fois aussi, c'est d'établir un peu la priorité dans nos tâches à faire, que ce soit à la maison, au travail ou les deux. Se faire un checklist, comme on appelle souvent, puis d'établir les priorités pour pas s'éparpiller un petit peu partout, essayer de tout faire en même temps. Là, ça demande vraiment beaucoup plus d'énergie, puis ça peut nous tendre vers un épuisement professionnel. Ensuite de ça aussi, au niveau du réalisme, au niveau du réalisme des objectifs, peut-être, des fois, nos objectifs de travail semblent trop élevés. On se trouve à pas avoir beaucoup de temps pour remettre un gros travail ou quoi que ce soit. Des fois, n'hésitez pas à aller voir votre patron puis demander une extension pour avoir plus de temps. Souvent aussi, on va se mettre beaucoup de pression. On va essayer d'aller au-delà des énergies qu'on possède pour réussir à... On s'en met souvent plus que les autres nous en demandent. Effectivement. De toute façon. Donc souvent, on va essayer de tout garder pour nous puis essayer de doubler nos énergies pour arriver au bout du compte à faire tous nos trucs au bon temps. Mais juste des fois de prendre la peine de demander d'avoir soit de l'aide, de déléguer à quelqu'un ou de pouvoir avoir un petit peu plus de temps pour faire une tâche, mais ça va nous permettre justement... d'éviter l'épuisement professionnel. Aussi, un autre truc que je pourrais dire sur le vide comme ça, apprendre à dire non de temps en temps, ça peut être vraiment très aidant. Pas dire non tout le temps, mais un petit peu... en tout cas, garder toujours un équilibre là-dedans, mais ça fait pas de tort, en fait, de se permettre de dire non quelquefois. Ben oui, puis des fois, la réponse peut être différente de ce qu'on s'attendait. Quand on dit non, tout d'un coup, il y a une réception, c'est correct. Là. On appréhende toujours un peu du négatif. Par contre, des fois, n'hésitez pas à le faire. Affirmez-vous, osez dire non, puis ça va peut-être être mieux reçu que ce que vous croyez. Donc, aussi, prendre des pauses, puis manger ailleurs, des fois à l'extérieur. Surtout pas manger derrière l'ordinateur, au bureau. S'accorder des petits temps. On fait souvent ça, mais oui, c'est vrai. On décroche pas. Effectivement, mais de prendre le temps de décrocher, comme vous dites, puis prendre des pauses qui vous font du bien, mais ça va être vraiment aidant. Puis, pour avoir d'autres trucs comme ça, est-ce qu'on peut vous contacter? Oui, donc par téléphone au 418-723-6416, poste 105, par courriel à l'adresse qui va défiler au bas de l'écran, ou même par notre Facebook, donc Facebook SMQ-BSL, où vous pouvez trouver plein d'informations intéressantes, puis des fois l'invitation à certaines de nos activités. Excellent, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Plutôt de vous parler encore de coupure, voici enfin l'annonce d'investissement. Madame Savard, il y a eu une belle annonce du gouvernement pour le financement des jeunes ici dans le Bas-Saint-Laurent, entre autres pour Cosmos. Expliquez-moi en quoi ça consiste au juste.
Oui, bien en fait, c'est une nouvelle entente de partenariat régional qu'on vient de signer. C'est une initiative de la région. On a signé un partenariat avec Avenir d'enfants, Québec en forme, la Fondation Lucie et André Chagnon et le Centre de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent pour confier, dans le fond, les sommes que ces fonds-là donnaient déjà à la région, mais les confier à la région. Parce qu'auparavant, les partenaires travaillaient avec chacun des fonds, avec leurs critères, leurs modalités. Donc maintenant, ils auront pu à s'adapter aux différents fonds. Ils vont pouvoir travailler pour l'ensemble de la démarche Cosmos. Mm-hmm. Donc, c'est une très bonne nouvelle et je pense que c'est un gros montant aussi là, qui a été alloué. C'est 5,6 millions qui est attaché jusqu'à maintenant. Donc, ça consolide la démarche là, jusqu'en 2020. Okay. Et puis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire là, pour les organismes d'ici? Qu'est-ce que ça peut représenter comme possibilité? Bien, en action locale sur le terrain, dans les 8 territoires de MRC, c'est plus de 4 millions qui vont être investis pour supporter les actions qui sont identifiées dans chaque territoire. Donc, par exemple, dans le territoire de la Matapédia, les partenaires du milieu, que ce soit le réseau de la santé, de l'éducation, le milieu communautaire, le milieu municipal, ils se mettent tous ensemble pour regarder c'est quoi les besoins prioritaires des jeunes de la Matapédia. Et puis, ces fonds-là vont venir les aider à soutenir des actions pour répondre à ces besoins-là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut espérer là, par la suite de la part du gouvernement? Est-ce qu'il va y avoir d'autres encadrements? Comment ça va fonctionner? Bien, le 14 avril dernier, le ministère de l'Éducation nous a annoncé pour tout le Québec un investissement supplémentaire de 12,9 millions pour tout le Québec. Donc ça s'ajoute à l'entente de partenariat de 5,6 millions qu'on vient de signer pour la région. On ne connaît pas encore notre enveloppe régionale. Le ministre régional, Jean Damour, va faire l'annonce dans les prochains jours, mais ça va venir nous aider aussi pour notre objectif là, de diplomation des jeunes. Donc maintenant, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire vraiment ici, localement. Qu'est-ce que ça a comme impact pour notre localité dans la Matapédia. Merci beaucoup. Merci à vous. Alexis, ici dans la Matapédia, qu'est-ce que ça peut vouloir dire une bonne nouvelle comme ça? Bien, premièrement, une bonne nouvelle comme ça nous amène à pouvoir, en tout cas, confirmer tout le travail qui a été fait depuis 2004. Parce que la démarche Cosmos dans la Matapédia, c'est là depuis 2004. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par l'ensemble des partenaires. Tu sais, qu'on pense au niveau de la lecture, l'écriture, le langage, la trousse Stella qui a été mise en place, Aide-moi à rentrer à l'école, qui aide les enfants qui entrent à l'école à justement être le plus près possible. On voit quand même les impacts qui sont de plus en plus positifs. Il y a beaucoup d'autres démarches qui ont été faites, qu'on pense à Opération Septembre, beaucoup d'autres démarches qui ont été faites. Et les semaines en famille, toutes les activités. En effet, les journées des familles, etc., les semaines de relâche en famille, etc. Fait que ça, c'est toutes des actions qui ont eu un impact et c'est le fun de voir que ces impacts-là sont reconnus puis que ça nous permet de continuer à réfléchir ensemble sur qu'est-ce qui serait le plus adapté pour la MRC de la Matapédia. C'est pour ça qu'est-ce que ça va donner. Actuellement, on est en planification avec les partenaires depuis déjà, je dirais, le mois de novembre, si je ne me trompe pas. On a 5 rencontres faites avec l'ensemble des partenaires. C'est beaucoup de temps qui a été mis là-dedans et tous les partenaires se sont investis beaucoup parce qu'on a une moyenne de participation d'environ 30-35 personnes par rencontre, ce qui est quand même une très bonne participation de partenaires considérant les agendas chargés de l'ensemble des gens. Fait que l'ensemble des partenaires ou la grande majorité des partenaires sont présents justement pour regarder ensemble qu'est-ce qui seraient les meilleures actions à faire. Donc, on prévoit travailler sur les actions là, dans les prochains mois pour arriver à déposer un plan d'action d'ici le mois de novembre, là, fin novembre, dans ces dates-là, c'est ça le plan. Merci beaucoup, Alexis. Ça fait plaisir. Le Salon matapédien de l'emploi et de la formation en a encore impressionné plusieurs, dont le directeur régional d'Emploi Québec, M. Benoît Limburner. Monsieur Limburner, un salon de l'emploi et de la formation, c'est important pour ceux qui cherchent un travail, mais aussi pour les employeurs. Tout à fait. On sous-estime le nombre d'emplois qui sont disponibles et aussi des compétences des employés potentiels. Alors, on choisit, en tout cas avec les partenaires, on parlait d'environ une quarantaine de partenaires dans la région du Bas-Saint-Laurent qui ont décidé de réunir leurs efforts pour justement permettre
de créer des plateformes qui vont faciliter justement les échanges entre les chercheurs d'emploi et les employeurs. Donc, c'est souvent sous-estimé. On pense que ça va de soi, mais il faut créer des lieux d'échange. Qu'est-ce que vous remarquez ici sur le terrain, ici dans la Matapédia? Ah, je vois une belle énergie ici cet après-midi. J'ai cru comprendre qu'il y avait une très bonne mobilisation, une très belle présence d'entreprises de la région à recherche d'employés. Je vois un nombre de ressources important en matière de recherche d'emploi. Et en fait, c'est souvent nos partenaires d'Emploi Québec qui sont sur le territoire, qui travaillent à l'année. Hein. Il y a une semaine de l'emploi qui est le point culminant, donc une activité ici à Amqui, mais au cours de l'année, il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied à aider l'appariement justement entre les employeurs et les employés. Donc, c'est une occasion pour ces organismes-là et pour le ministère que je représente de faire valoir et d'exprimer un peu l'offre de service qui est offerte pour le milieu. Alors, merci beaucoup et merci de vous être déplacé jusqu'ici. Écoutez, c'est un plaisir. Merci à vous. Dernièrement, tous les Matapédiens étaient invités à la Maison de Dillon pour la fondation d'un nouvel organisme. Ce fut alors la naissance de l'Association Arts et Artisans de la Matapédia. Tout d'abord, il y a eu un CA de formés. OK, on était une vingtaine de personnes à l'Assemblée qui ont répondu à l'invitation. On a formé le premier conseil d'administration, donc on est 5 personnes. J'en fais partie. Okay. On est 5 personnes de la Matapédia. Qui ça comprend exactement? Éric Bouliane, qui est copropriétaire de la Maison d'Odilon, Suzanne Côté, Amqui, Manon Côté, Causa Fiscale, Pierre Bérubé d'Amqui et il y a moi, Martine Saint-Amand à Amqui. Okay. Et puis là, qu'est-ce que vous envisagez? Là, les prochaines étapes, ça va être quoi? Tout d'abord, le premier objectif, on va se concentrer pour la première année, on va se concentrer pour le lieu, un lieu de vente pour promouvoir les artistes. C'est notre premier objectif. Donc, le but premier, là, on se concentre sur la location du rez-de-chaussée de la Maison d'Odilon à Amqui. Et pourquoi la Maison de Dillon? Pourquoi la Maison de Dillon? Bien, ces dernières années, les propriétaires, les copropriétaires Éric Bouliane et Cécile Coulombe, ont travaillé fort là, pour remettre la maison d'antan. Écoute, a été construite vers les années 1870-71, je crois. Puis l'ont remis vraiment dans le goût d'antan, les planches. Ils ont tout respecté, là, vraiment, pour que ça reste ancestral. Oui, c'est ancestral. Ils ont rénové, c'est vraiment une rénovation. Et ils ont invité, pour mettre vie dans cette maison-là, qui est vraiment magnifique, ils ont invité des artistes, dans les 2 dernières années, ils ont invité des artistes à vendre leurs toiles. Donc, ça a formé une galerie d'art. Puis l'an dernier est arrivé une boutique d'artisanat parce que la Cachette, qui était un regroupement, un organisme et une boutique qui était à la gare d'Amqui, qui a opéré durant plusieurs années, a fermé ses portes parce que le kiosque touristique est maintenant à la gare. Donc, ils ont invité les artisans à venir vendre leurs produits, dans la boutique. Donc, le chemin est déjà un peu fait. Puis, tout le monde sait c'est où exactement, en plus, là, la maison. Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, c'est que le travail avait déjà été fait, donc il y a déjà sa vocation. Puis, c'est un lieu qui est attrayant beaucoup. Il est bien situé, puis il est disponible. Il est vraiment disponible. Donc, on va aménager... on va inviter les gens à venir. On va marquer à l'entrée le mot boutique parce que le mot galerie d'art est par beaucoup de gens. Donc, ça continue à être une galerie d'art, mais on invite les gens là, à la boutique. Donc, la partie en avant va être vraiment aménagée en boutique. Donc, on va faire l'acquisition de tables et de nouveaux présentoirs là, pour faire de beaux étalages là, vraiment attrayants. On veut qu'il y ait beaucoup de stock, qu'il va y avoir des gens attitrés vraiment pour faire la rotation de la marchandise, pour que tout le monde ait sa chance, soit vu.
Et la partie en arrière, qui était la galerie d'art, demeure la galerie d'art. Donc, la peinture, la sculpture, le vitrail, la photographie. Donc, c'est vraiment un bel espace. Il y a des murs découverts en bois, des lattes de bois, vraiment une belle atmosphère. Là. Puis là, je pense que vous êtes à la recherche de membres qui voudraient faire partie de ce beau projet-là. Oui, mais dans le fond, on est une association. Dans une association à des membres. Donc, c'est vraiment pas cher. C'est 5 $, mais on invite les gens. Donc, il y a des gens, c'est déjà commencé, des gens qui croient à la cause des artistes, qui ne sont pas nécessairement des artistes, mais qui veulent nous aider. On invite les gens à se procurer la carte. C'est le même prix pour les artistes également. Donc, c'est 5 $ pour les artistes. Vous avez le droit de parole en tout temps, ce qui donne le droit de parole en tout temps. On va envoyer des informations par courriel. Ils ont droit également de vote lors de l'AGA, de l'Assemblée générale annuelle. Je ne veux rien oublier, là. Il faut être membre aussi, là, pour si on veut vendre nos produits en boutique ou à la galerie d'art. Puis maintenant, si on veut avoir plus d'informations, est-ce que c'est toi qu'on contacte? Est-ce que tu es comme la porte-parole? Bien, dans le fond, pour avoir plus d'informations, c'est sûr que les membres du CA, donc Éric Bouliane, Manon Côté, Suzanne Côté, Pierre Bérubé et moi, on a des cartes auprès de nous. On a également une adresse courriel que je peux nommer, qui est très, très simple. Donc, c'est art.artisanat.matapedia @gmail.com. Il va y avoir une page Facebook de créer là, dans les prochaines semaines également que vous allez pouvoir communiquer avec vous et savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est sûr qu'on invite les gens, là. C'est pour vous qu'on le fait, c'est pour les artistes, sculpteurs, même aussi en art littéraire. Hein, les artistes sont les artistes et il y en a beaucoup dans la vallée. C'est ce qui conclut cette dernière émission de la saison. Nous serons de retour en septembre. D'ici là, vous pouvez continuer de nous suivre sur Facebook et d'écouter nos émissions en ligne à www.tvcmatapedia.com. À la demande générale, le film Une pelletée après l'autre est de nouveau disponible pour tout le mois. Sur une note plus estivale, vous y trouverez aussi l'émission Guide Vallée 2016 pour planifier vos sorties. Profitez-en également pour tenter votre chance au Télébingo ce dimanche à 12h30 pour la dernière fois avant l'automne. Pour l'occasion, nous offrons un gros lot de 1 000 $ pour la carte pleine. Sur ce, je vous souhaite un été ensoleillé, plein de permaculture et d'activités de toutes sortes. Profitez-en et on se retrouve en septembre. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.